tous, merci d'être présents à ce 21e webinaire réalisé par Medix. Alors, qu'est-ce que Medix? Medix, c'est un groupement de médecins qui se regroupent autour de valeurs pour améliorer le monde de la médecine, essayer d'avoir une vision plus collaborative, plus collective au, au meilleur bénéfice des patients. Et donc, dans cette intention-là, nous avons le plaisir d'accueillir de manière assez régulière des médecins, mais aussi des non-soignants qui nous permettent de croiser le regard et d'identifier des problématiques que nous soignants rencontrons. Et c'est dans ce sens-là que j'ai le privilège, c'est le deuxième duo que interview, de pouvoir accueillir aujourd'hui le docteur Ali Afjei, à qui je demanderai évidemment de se présenter, qui est médecin urgentiste, mais tu auras un petit moment pour te présenter. Et François Michalon, qui accompagne les dirigeants d'entreprise, mais aussi les sportifs de haut niveau à travailler sur leur motivation et leur expérience. Et vous verrez que cette interview croisée aura tout son sens parce que, effectivement, nous avons à apprendre de différentes perceptions et c'est vraiment le but de cette conférence. Alors cette interview a été initiée suite à la lecture de ce livre Burnout, le vrai du faux, qui a été écrit pour tout un chacun, donc pas spécifiquement pour le monde médical, mais c'est vrai que ici aujourd'hui, on va interpeller un peu nos intervenants dans cette configuration-là pour effectivement voir quelles sont les spécificités qu'ils perçoivent pour la dimension, en tous les cas, des médecins et des institutions hospitalières, parce qu'effectivement, on est confronté actuellement à de grandes, à de grands challenges. Alors, assez parlé de moi, je voudrais maintenant que peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, docteur Ali Afjei, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à notre Avec plaisir. Avec plaisir, Jean-Marc. Vous avez 3 heures. Hein. Non, je plaisante. Mais déjà, on a un challenge, c'est de pouvoir se cadrer. On avait décidé d'abord de faire 2 caméras. Maintenant, nous n'en avons qu'une. Ça fait que, par cette chaleur, François se sent obligé de se coller à ma caméra. Bon, enfin, bienvenue à tout le monde. Merci de nous recevoir aussi. En fait, on est effectivement dans le monde des soignants. Toi aussi, Jean-Marc. Et puis, à sa manière aussi, François aide beaucoup les personnes. Il n'y a pas que les médecins, il y a beaucoup de soignants. Moi, je suis médecin aux urgences, donc rapidement, et depuis déjà plus de 30 ans, et j'ai fait aussi médecine du sport, où je m'occupe aussi de personnes qui sont dans le milieu sportif. Et également en médecine de catastrophe, où j'ai fait quelques missions. Voilà, rapidement pour pas trop m'étaler là-dessus, parce que ce qui vient est plus intéressant, je pense, à bien mon avis. entendu. Enfin, bon, voilà, ça expliquerait aussi un petit peu pourquoi on en est venu à cette écriture. À Bien sûr. toi, mon cher ami, Et j'écoute. François, peux-tu te présenter en quelques mots? François Euh, Michalon. J'essaye de trouver la fenêtre. Oui, c'est bon, je suis dans la fenêtre. Ouais, Alors, oui, oui, ouais, vous êtes on peut clairement dans la penser à faire fenêtre. de mobile. Oui, donc François Michelon, je suis entrepreneur depuis 40 ans et je suis dans le conseil pour des sportifs 40 ans? Oui, je suis dans le conseil depuis 20 ans puisque j'ai créé une structure qui s'appelle Motivation Première où j'accompagne des sportifs de haut niveau et par là de même des dirigeants. Et dans ces dirigeants, eh bien, il m'arrive d'avoir du personnel de santé parce qu'ils sont à certains postes et qui subissent une certaine pression. Donc, je les accompagne à la fois pour de la motivation et puis je les accompagne aussi depuis quelques années maintenant pour limiter, retirer la charge mentale et leur éviter le fameux burn-out. Et on en arrive à l'œuvre, à l'ouvrage que nous avons coécrit avec Ali et un autre médecin qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le docteur
Alain Delaveau, qui qui est est dans la nutrition. médecin nutritionniste et père de la chrononutrition. Voilà. Tout à fait. Et alors là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, docteur Avdi, pourriez-vous commencer Oui, par nous on pourrait. définir ce burn-out et nous expliquer comment éviter de le confondre avec d'autres signes que sont l'anxiété, le stress ou la dépression. Commençons peut-être déjà par la définition de ce Oui, que vous... absolument, oui, merci. Écoute, c'est un sujet que nous avons écrit pour commencer en 2016, ce livre, donc ça fait déjà quelques temps, et on se demandait justement, on en parle un peu à la manière marketing, ou est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que qu'est-ce que ça peut être par rapport à la dépression, le stress. Et donc, on était quasiment bien placé aux urgences déjà à l'époque, mais ça fait longtemps que ça dure, d'avoir cette surcharge que nous avions sur nos épaules. Et on parle souvent de surcharge mentale. Je ne vais pas revenir dans l'historique parce que maintenant pas mal de gens connaissent un tout petit peu, mais c'est plutôt pour faire un peu la différence. Ce sont des gens plutôt consciencieux, compétents à qui ça arrive plutôt qu'à des gens qui veulent tirer au flanc, entre guillemets. C'est pas du tout l'objet de celui qui est atteint par le burn-out. C'est effectivement, comme le dit souvent François aussi, c'est quelque chose qui arrive comme vraiment une flambée en vol. Et le matin, on se réveille, on a plus de jus, on n'a plus la possibilité même de se lever parfois. Donc, il y a des gens qui vraiment perdent tout. Ça s'appelle burn-out parce que un peu brûlé de l'intérieur. Je ne vais pas revenir sur ces termes-là, mais c'est surtout pour faire une différence aussi maintenant qu'on sait un peu plus avec les neurosciences. On a même essayé de trouver des hormones qui vont plutôt d'un sens ou un autre, comme le cortisol, comme l'adrénaline. Et on a bien vu qu'il y avait une différence avec la dépression qui est plutôt chronique et qui devient quelque chose que l'on traite médicalement souvent de nos jours, mais aussi avec des psychothérapies qui durent. Alors que avec le burn-out, c'est vrai que ça s'installe surnoisement, insidieusement, petit à petit dans le milieu du travail au début, mais en 2016-2015, on parlait que de ça. Maintenant, c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est plus une surcharge aussi qu'on voit, par exemple, une mère de famille ou d'autres personnes. Et nous allons voir le lien quand même avec le travail qui n'est pas terminé parce que avec le digital, le travail n'est plus celui que l'on faisait au XXe siècle. Maintenant, il est transformé, il est changé en travail à la maison quasiment, hein. Vous le savez tous bien que les visios, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi utilisé pour nombre de gens pour le travail. Et donc, le travail ne vous quitte plus, même à la maison. Donc, à la rigueur, c'est devenu quelque chose de plus global. Et on s'en aperçoit que c'est pas uniquement en France. C'est-à-dire que c'est un peu de façon internationale, hein, François. Oui, Tu tout m'en à as fait. parlé que même au Brésil ou des pays. Donc, rapidement, pour pouvoir le cerner, ce sont c'est un stress qui s'installe petit à petit, insidieusement. Et je voulais en venir au stress parce que ça explique un tout petit peu la différence. Ce stress qui parfois est bénéfique, comme on dit parfois, comme un chanteur d'opéra avant qu'il monte sur la scène, comme on l'a souvent écrit, et qui va lui donner cette impulsion, et puis tout d'un coup, le rideau s'ouvre. C'est ce que me disaient certains chanteurs. Là, je me sens complètement allé et tout. Et là, je décharge, si tu veux, cette fois-ci, mon adrénaline qui vient en moi, qui était comprimée, contenu. Et puis, il y a ce stress qui devient de plus en plus chronique. Alors, il y a des études qui ont été faites avec le rat, par exemple, que j'explique souvent, c'est-à-dire qu'on faisait sentir une litière de chat, le rat commence à devenir fou dans le labyrinthe, et puis tous les jours, on lui montre le même drap, et ainsi de suite. Et au bout de quelques jours, au lieu de s'enfuir, de s'en aller, qui est un mécanisme de retrait, eh bien, il n'est plus, il est résigné, il reste là et il bouge plus. C'est un peu ce phénomène-là. C'est pour ça que je voulais en parler avec le stress qui était aigu et chronique. Et moi, je préconise de le sortir, ce stress. On en parlera tout à l'heure après. Mais je laisse un peu la parole aussi Ouais. à François. Et Hein, justement, oui, je Justement, laisse quand même la François, parole de temps en temps. tout à fait, mais je suis là pour ça. Je vais balancer. Donc, François, effectivement, donc là, on a entendu un petit peu euh, la définition du docteur HDI. Dans votre domaine, qui est pas le même, mais pour lequel, effectivement, comment vous percevez justement le burn-out, puisque, effectivement, on sait que ça touche tous les systèmes, tous les groupements.
Comment vous faites la différence entre stress, anxiété, burn-out? Pour vous, en quelques mots, c'est- quelle En, est en- cette définition pour vous? en quelques mots, le stress, on va dire qu'on est habitué, puisque même dans les entreprises, depuis déjà pas mal de temps, vous avez ce qu'on appelle la gestion du stress, même si cette expression et cette formation mérissent un peu, parce que ça voudrait dire qu'on légitime le stress et que c'est normal, donc il va falloir le gérer. Le burn-out, charge mentale, c'est un cran au-dessus. C'est un excès qui fait que ça vous pénalise au quotidien, que ça vous pénalise vous, individu, que ça vous amène à changer de comportement, et puis que ça pénalise également l'entourage familial et professionnel. Et par conséquent, ça pénalise aussi les résultats de l'entreprise. Ça peut même vous amener, et on le constate dans les entreprises, et ça leur coûte très cher, puisque des statistiques sont sorties dernièrement, en termes d'un coût d'absentéisme. Donc c'est phénoménal. Et comme depuis notamment le confinement, le burn-out s'est amplifié, la charge mentale s'est amplifiée parce qu'on a eu un changement de comportement dans les sociétés, dans notre société et dans notre vie de tous les jours, l'être humain n'aime pas tellement les changements et ça l'a perturbé. Donc, ça a automatiquement rajouté plus la pression des médias. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec le Covid. Après, on s'est pris les élections en France. Après, on s'est pris la guerre. Après, on se prend l'inflation. Et à chaque fois, et Dr Ali peut en parler puisqu'il est très souvent invité sur les plateaux télé, les médias ont tendance à jouer cette carte de la peur. Et en Voilà, jouant la de peur, revenir à la peur. ça augmente la charge mentale et bien évidemment la pression qu'on peut avoir sur chacun, plus le travail qui a changé, puisque le télétravail, les habitudes ont changé, on a réduit le personnel, on a réduit les espaces de travail, on en demande beaucoup plus, mais sans être payé et avec moins de reconnaissance. Donc tout ça mis bout à bout, très rapidement, fait que vous avez aujourd'hui énormément de personnes. Je crois que d'ailleurs sur le plan professionnel santé, 51% des médecins sont en situation de burn-out. Et ça, Ali pourrait vous l'expliquer mieux que moi, mais il y a des explications cohérentes. Idem pour les infirmiers, idem parce qu'on n'en parle pas assez pour tous les aidants, parce qu'il y a quand même 11 millions d'aidants en France. Toutes ces personnes-là qui prennent soin de nous, eh bien, sont mal en point et qui soignent les soignants, n'est-ce Voilà. pas? Ouais, c'est ce que Tout à j'avais fait. écrit, oui, effectivement, qui soigne les soignants, c'était une question et un article que nous avions fait. Et alors, pour en revenir un peu dans le monde médical qui t'intéresse aujourd'hui, Jean-Marc, mais toi aussi, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus exacerbé. Je voudrais pas dire que nous sommes les seuls, évidemment, bien entendu que non, mais il y a une exacerbation dans le monde médical qui non seulement n'est pas reconnue, mais qui n'est pas reconnue aussi par le propre soignant. Et ça, je veux dire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Non seulement on n'est pas bien, en plus on n'ose pas le dire, et en plus devant nos patients, c'est inadmissible, entre guillemets, quelque part. Et nous, on n'a pas le droit d'être malade. C'est un peu l'idée en résumé. Cette déshumanisation, cette indifférence qui peut exister à ce moment-là, après, parce que nous sommes dans une période de surcharge, eh bien, nous la refusons, et puis à un moment donné, un jour ou l'autre, ça casse, mais complètement. C'est-à-dire, moi, j'ai des collègues qui partent du jour au lendemain. C'est pas je vais donner ma démission et que je pourrais partir peut-être dans 2 semaines. Alors vous imaginez ce que ça peut donner aux urgences. Qu'est-ce que vous voulez faire en plus? Et Donc, attention, quand s'ils partent comme il faut, parce qu'il y oui, en a qui oui, partent par la fenêtre. tout à fait, tout à fait. Alors là, je ne voulais pas tout de suite effectivement aborder le sujet, mais effectivement, c'est un gros risque, non seulement dans le milieu du travail, mais personnel, et encore la famille, sans aller Bien jusque-là. sûr. C'est-à-dire que le mari, la femme, enfin, tout le monde est impacté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est destructeur, qui brûle effectivement non seulement la personne, mais qui brûle la famille aussi. Donc c'est Ah pour ça oui. que tout à l'heure on en parlera. C'est un de nos moyens peut-être de reconstruire tout ça, c'était la famille. Donc, et enfin, moi je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais introduire tout de suite le digital, qui est un phénomène nouveau et on peut toujours dire qu'il y a des périodes dans l'histoire, c'est toujours nouveau. Mais là, il y a vraiment un changement qui va impacter tout le monde et de manière irréversible peut-être. Cette déshumanisation, on en parle avec les robots, les chats GPT, etc., etc. Et on veut, dans le monde médical, alors je rentre carrément dans le sujet, excuse-moi Jean-Marc, mais on veut nous rendre techniciens de la santé alors que nous voulons tous être humains dans la santé.
prendre du temps pour parler avec les patients, prendre du temps pour parler avec la recherche, la maladie, même avec nos bactéries, il faut passer du temps, même avec la recherche fondamentale. C'est pas les robots qui vont faire ça. Donc moi je veux bien, moi-même qui travaille dans le monitoring à distance, des choses comme ça, il faut un humain derrière. Il faut que nous ne perdions pas ça. Et un médecin l'a dit en 1500 et quelques, je ne me rappelle plus, mais c'est Rabelais, je l'ai vu en plus ce matin, son buste qui est prémonitoire, c'est Rabelais qui était médecin, qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est mon prof de sixième qui me l'a appris. Donc, vous voyez, Monsieur Réfaux, je vais même me rendre hommage. Alors, il est décédé certainement. Mais en tout cas, ça m'est resté depuis. Et on ne peut pas changer qui que ce soit si nous n'avons pas la conscience, la prise de conscience, c'est-à-dire la réflexion, que ce soit dans les religions, dans la philosophie. Il faut réfléchir à ce qu'on fait et non pas commencer à automatiser les choses sous prétexte que c'est rentable, sous prétexte que c'est légal, sous prétexte que ça sécurise les politiques et la justice. Non, il faut absolument redevenir au sens humain qu'il y a là, et c'est notre approche en fait quand on veut passer dans l'autre sens, c'est-à-dire comprendre, essayer d'écouter avant d'automatiser ou de donner des ordres des médicaments. C'est absolument pas du tout le Ouais. problème. Merci beaucoup parce que effectivement, et d'ailleurs c'est une citation qui est dans l'introduction de notre livre avec Jérôme Moirot de Rabelais, parce qu'effectivement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc je partage complètement ton analyse et je te remercie pour cette pondération. J'ai envie d'interpeller François, qui est expert en motivation et en motivation, en efficience. Et donc, de manière contre-intuitive, on pourrait dire, bah oui, ben, on nous met déjà la pression et cette posture d'accompagner à améliorer les personnes à être encore plus productifs, c'est contribuer à cette échelle. Et je suis certain que François Michalon sera tout à fait ne sera pas d'accord avec cet argument, mais c'est un peu mon rôle de provoquer. Alors, comment est-ce qu'on intègre comment on intègre justement cet équilibre délicat entre excellence et humanité, entre excellence et efficience, parce que c'est finalement une question d'équilibre, et je pense que c'est certainement l'outil qui vous anime. Monsieur Michalon, je vous lance cette pique. Eh bien, merci, merci, docteur Desmet, de me proposer cela. Question très intéressante, bien sûr. Oui. Il a été dit équilibre et harmonie, c'est deux maîtres mots très importants. Pour arriver à cet équilibre et cette harmonie, il y a une chose qui est capitale que moi j'ai intégrée dans la méthode que je développe depuis 20 ans, qui est une méthode un peu avant-gardiste, qui est de dire il est nécessaire d'alléger l'individu. Quand je dis alléger, prenons l'exemple d'un ordinateur. On achète un ordinateur qui est puissant, qui est rapide, qui est formidable, on s'en sert un an, 2 ans, puis au bout d'un moment, on se dit mais l'ordinateur il rame, il va tout doucement. Alors on appelle un technicien qui a dit oh là là, mais je vais mettre un programme pour nettoyer déjà l'ordinateur parce qu'il y a tout un tas de virus, tout un tas de choses, et puis on détecte qu'il y a des dossiers qui sont très lourds, qui ne servent à rien, qui ont été oubliés là depuis très longtemps. Donc par conséquent, on va nettoyer cela. On va soit le mettre à l'extérieur, comme aujourd'hui on fait avec nos téléphones, soit on les supprime. Eh bien, dans la méthodologie que j'emploie, ça permet d'alléger ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne, à l'intérieur du cerveau, parce qu'il y a la possibilité d'interagir là-dessus. Donc c'est comme si je mets un programme, et ce programme va alléger le fonctionnement mental et émotionnel de l'individu. Donc par conséquent, en allégeant l'ordinateur, il va retrouver sa pleine capacité. Il va retrouver, il ne va plus ramer. Il va retrouver de la mémoire vive. L'être humain, il est exactement de la même manière. Il va retrouver cette pleine capacité mieux. Il va aller mieux qu'avant parce qu'on aura retiré tout ce qui gêne et il va même se découvrir de nouveaux talents, de nouvelles facultés, de nouveaux talents, mettez le terme que vous voulez dessus, et il va exceller. Donc, il va améliorer ses performances. C'est ce qui se passe avec un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, je suis incapable de conseiller un footballeur, un golfeur ou un nageur. Pourtant, je sais ce qui est nécessaire dans sa tête, c'est-à-dire de retirer les blocages pour lui donner de pleines capacités. Ainsi, son coach va être content, ainsi lui va être content parce que les sportifs de très haut niveau ont une pression énorme de résultats, d'argent,
social. Un dirigeant est exactement pareil. Dernièrement, je me suis occupé d'un dirigeant qui est joueur de poker. Il vient de devenir champion du monde de poker à Las Vegas, là où il est en ce moment, pour dire que le mental Effectivement, je est l'avais vu très aussi, tu as important. raison. Je l'avais présenté à Ali pour d'autres choses. Donc, c'est possible, à condition bien, de mettre en place une méthodologie en allégeant pour lui redonner une pleine capacité. Vous retrouvez le même phénomène si vous êtes amateur de voitures de course. On prend une voiture, on allège, on retire tout ce qui ne sert à rien, et ensuite on va s'occuper de la mécanique pour l'optimiser. Ah, L'être humain est un peu de la même manière, en prenant en considération ce qu'il est réellement. Parce que, pour revenir au burn-out, après je te laisse la non, 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 parole. c'était juste pour faire un aparté, parce que je trouvais que c'était tellement. C'est ce que fait François parfois, et ce que nous faisons, c'est utiliser ce que l'on trouve chez les gens qui sont dans l'extrême, c'est-à-dire des sportifs de très haut niveau, ou des gens qui, bon, bah, sont en train de réfléchir au poker, par exemple, c'est une histoire de dingue. Et on l'applique effectivement aux personnes, parce que ça nous a montré ce qu'on peut, vous savez, on peut toujours apprendre ses erreurs ou des extrêmes. Et bien là, c'est exactement un peu sa démarche. Et il essaye de revenir à ce moment-là, parce qu'il a appris vis-à-vis de personnes qui sont dans l'extrême, et bien l'adapter. Et tout est quand même assez compliqué aussi de pouvoir un peu s'alléger, parce qu'on a toujours un peu d'émotion avec ces choses-là. Et donc, tu vois, arriver à séparer un tout petit peu l'émotion pour pouvoir l'alléger, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est complexe. C'est ça qu'il faut. Si on regarde bien, tout est simple. La vie est simple. L'être humain a tendance à se la compliquer quelque part. Donc revenons à cette simplicité pour en faire un bon usage. Si vous prenez le téléphone il est simple de fonctionnement, on ne va pas se casser la tête dans pourquoi, comment ça marche. On fait le numéro et ça fonctionne. La preuve, on est là en train de se parler. Il n'y a pas besoin d'aller comprendre. Parce qu'aujourd'hui, certains techniciens ont mis en place une façon de faire pour qu'on puisse tous s'en servir. Eh bien, moi, je mets ça à disposition et ça permet de gagner un temps fou, puis surtout une efficacité. Et encore une fois, à des personnes en situation de burn-out, il est tout à fait possible, comme on le dit très souvent avec Ali, vous n'êtes pas obligé de tomber dans le burn-out si c'est pris à temps, s'il y a de la prévention. Et si jamais vous tombez dans le burn-out, vous pouvez en En sortir, sortir. c'est surtout ça. Et attention, parce que j'ai encore eu des personnes régulièrement, ce n'est pas une question de durée. Certains me disent, oui, mais alors tu comprends, pour un burn-out, non. D'autres, ils me disent, ils font 2 ans. C'est leur vérité. Mais c'est aussi faux que, je pourrais vous Dans le dire, en six résumé, par mois ou exemple. en 3 mois, vous pouvez en sortir. Oui. Chaque cas est particulier. Donc, ne généralisez pas et soyez également vigilants parce que certaines personnes pourraient se complaire dans une situation de charge mentale ou de burn-out Et, aussi, comme effectivement, dans d'autres maladies. et j'ai juste rajouté un petit mot sur l'équilibre que tu as parlé tout à l'heure. Tu sais, c'est entre les contraintes extérieures que nous avons toujours et ce que nous avons comme ressenti de nos propres ressources. Oui, Et ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut toujours atteindre. Et donc, ça explique ce que dit François. Selon les contraintes, que c'est une perception, et selon d'une perception de comment toi, tu te sens par rapport à ces c'est ça. contraintes, comment tu vas répondre. Donc, chacun est bien différent parce que nous avons tous des niveaux différents de ces perceptions, d'accord. Et donc, à nous de trouver, parfois, il faut donner confiance à un enfant qui se sous-estime tout le temps, et par rapport à un autre qui se surestime parfois et qui va peut-être faire des choses sportives qui vont le mettre en danger. Et donc, cet équilibre est complexe. C'est pour ça que s'il y avait une recette simple, bah écoutez, on appuierait sur un bouton et puis tout le monde irait mieux, et tant mieux, j'aurais bien voulu. Mais malheureusement, il faut trouver un équilibre. Et il y a des gens qui font trouver cet équilibre. C'est certainement effectivement pas simple. Et j'ai envie de revenir avant d'aller vraiment sur la dimension un peu plus solution, encore de clôturer la dimension prévention. Et quels sont, selon vous, les moyens de prévention? Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Quels sont les moyens de prévention qui, euh, qui sont dans le monde médical ou qui pourraient être mis en place facilement dans le monde médical? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué au début, il y a une espèce d'omerta de sujets tabous spécifiquement dans ce domaine-là qui a été pourtant la La première solution.
le premier endroit où on a identifié le problème est finalement peut-être le dernier où on l'exprime le plus, peut-être parce que beaucoup de médecins sont indépendants. Euh, Quelles seraient peut-être quelques pistes de réflexion ou de solutions que les médecins ou les directions d'institutions pourraient mettre en place selon vous, en étant très simple, hein, très pragmatique, peut-être Oui, tous les bien sûr. deux, trois pistes. Tu as raison. Je vais juste faire un petit résumé de ce qui se passe quand même au niveau des urgences. Ça fait 20, 30 ans que ça dure, puisque je me rappelle très bien des premières, entre guillemets, manifestations devant les hôpitaux. C'était il y a 20 ans exactement. J'ai même le journal avec ma bouille dessus, et qui disait qu'il y avait un manque de personnel. Bon, ça passe. Alors, ça passe d'une oreille et ça sort de l'autre. 5 ministres se sont succédés, et ils ont dit à chaque fois que c'était la faute du précédent ou ce que j'ai fait est bien mieux et ainsi de suite. C'était quand même un tout petit peu ennuyeux d'entendre ça. Deuxième chose, on regarde des urgences spécifiquement, c'est quelque chose qu'on n'admettrait pas que ça s'arrête. Donc vous voyez, on va barrer ça. De toute façon, coûte que coûte, il faut y aller. C'est un peu comme les soldats, il faut avancer ou crever. Et l'indifférence qu'il y a, la non-reconnaissance qu'il y avait eu de ces urgences depuis des années, que nous avons fait admettre avec les syndicats, et maintenant je passe les histoires de paye, d'argent, etc., peu importe, mais surtout le fait de respect qui manque maintenant de plus en plus dans notre société, notamment vis-à-vis de ces soignants, puisqu'on fait un peu parfois n'importe quoi. Je passe les attaques ou les choses comme ça qui arrivent maintenant dans les urgences. Puis ensuite, il y a des dépersonnalisations, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des techniciens, c'est de la consommation. Ça aussi, c'est très mal ressenti, on en parle très peu. Donc, et enfin, les histoires de troubles du sommeil, de troubles de la nutrition. Mais ça, vous allez me dire, on en a l'habitude, parce qu'aux urgences, on mange un peu n'importe comment, on dort pas, on dort n'importe comment. Et puis, on a un métier qui, de fait, avec le 21e siècle et ce que je vous ai dit tout à l'heure de façon technique, est devenu quelque chose qui est déprécié. Tout ça fait que, effectivement, il y a une surcharge des gens qui ont fait un travail pour faire de l'humain. Donc, une fois qu'on a bien compris un peu ça, je l'ai fait très rapidement et peut-être pas de manière exhaustive, mais enfin, on s'y retrouve. Eh bien, il faut revenir à un vrai management de hospitalier. D'abord, c'est de les écouter et de les incorporer aux décisions, ce qui n'est pas fait. Et ça me fait rigoler parfois ces histoires de stylo ou de cahier à demander un agenda ou une pile. Ah, mais faites-moi un mail et je vais essayer d'arranger ça. Oui, mais le logiciel est devant moi. Il est devant moi et il me dit de lui faire un mail. Bon, alors écoutez, là, vous voyez, ça, c'est des choses, moi, qui me mettent hors de moi. Et alors que c'est pareil au niveau bancaire, ça peut être pareil au niveau, mais au niveau hospitalier, au jour le jour, parce que pour nous, c'est important d'avoir ce truc-là. On ne le demande pas parce on va avoir besoin dans 3 semaines. On a besoin tout de suite de la pile que l'on met dans l'autoscope. Ça a l'air idiot. Mais là, il attend l'autre. Il attend d'avoir son oreille. Bon, alors, chercher l'autoscope. Bon, ça fait rire tout le monde, mais ça m'était déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Bon, alors, à la fin, je finis par regarder avec mon téléphone, hein, parce que c'est pas mal aussi. Mais bon, donc, et donc, toutes ces choses-là, vous voyez, on en rit, heureusement. D'ailleurs, il faut en rire, parce que ça aussi, c'est très important. Donc, le manager qui le prend tout au sérieux, qui ne vous écoute pas, qui vous demande d'envoyer un mail ou d'écrire, ça met hors d'état les urgentistes. En tout cas, je parle pour les urgentistes. Et ça, c'est une réalité. Donc, le manager, il faut qu'il devienne comme avant. On ne demande rien. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les systèmes de transmission, de rapidité, etc. On va le faire. Mais on peut dire oui, je m'en occupe. Écoutez, le mail, je vais le faire par quelqu'un, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un management concret. C'est-à-dire ne pas dire tout de suite à donner la responsabilité à une autre personne. Il ne faut Hmm, pas déresponsabiliser les réponses. Il faut hmm, responsabiliser les réponses, respecter et bien sûr donner les émoluments et tout ce qui va ensuite. Ça, c'est globalement vu. Mais ce que je vous ai dit au début, ça, c'est pas vu. Ça, c'est pas utilisé. Le manager, là, il a fait HEC, il sait qu'il a la tête d'un hôpital. Mais est-ce qu'il a fait des mois et une année ou deux, même à la rigueur, à l'hôpital? Est-ce qu'il est allé à l'intérieur des urgences? Est-ce qu'il vient la nuit? Est-ce qu'il vient la nuit venir passer quelques jours? hmm, Moi, je trouve ça hmm. sympa d'ailleurs. Moi, je trouve ça très sympa pour quelqu'un qui fait des études de commerce
de venir 3, 4 jours, prendre une blouse blanche et aller voir comment travaillent les journalistes. Moi, en 30 ans, j'en ai pas vu. Si j'avais un directeur qui m'appelait tous les soirs pour savoir comment j'étais, mais c'était juste pour savoir combien il y avait de nombre de passages. Mais c'était sympa aussi, même en mois d'août. Mais moi, je trouvais ça quelque part amusant parce que c'était le côté gain qui le faisait faire l'intérêt. À la rigueur, c'est bien, mais au moins il avait un intérêt. Là, c'est devenu quelque chose qui n'est pas toujours pris en compte, c'est-à-dire le côté humain, encore une fois, et de réflexion. Ça, moi, je mise Le, là-dessus, c'est le gros message que j'aimerais passer. le facteur humain, et donc j'entends bien effectivement la dimension management qu'au niveau médical on n'est absolument pas formé. Et alors je vais rebondir et interroger François Michalon, parce qu'on parle de management, mais finalement management c'est encore le contrôle et autres. Est-ce que on pourrait imaginer qu'il y a une certaine place pour un leadership, hein, qui a un complément au management efficace, qui peut être un outil de prévention et de gestion du burn-out au niveau des équipes médicales, François? Oui, mais à condition, encore une fois, que je dirais que depuis quelques mois, années, dans bon nombre d'entreprises, y compris dans le médical, ce sont des financiers qui sont venus prendre les places de ceux qui dirigent. Et un financier n'a pas la même perception des choses qu'un médecin ou qu'un manager. Un financier, c'est un homme de chiffres, il voit un compte à la fin, un C'est pas plus, un négatif, moins. hein, on n'est pas là en train de Non, dénigrer les non, financiers. mais néanmoins, ils ont une perception qui est complètement différente des autres. Donc c'est compliqué. Il faudrait avoir un leadership, je dirais, beaucoup plus humain et bienveillant. Bienveillant, c'est un mot, c'est pas un gros mot, c'est un mot qu'on voit souvent dans les réseaux, qu'on emploie peut-être à tort et à travers, un peu comme burn-out, parce que burn-out, c'est pour ça qu'on avait appelé notre livre Burn-out, le vrai du faux. On emploie le mot bienveillant un peu à toutes les sauces, mais dans bienveillant, il y a bien, il y a veillant, c'est-à-dire qu'on veille à la fois sur les autres, mais qu'on veille sur soi. Donc ça demande de faire des choses qui aient du sens. Une banque avait dit il y a très longtemps le bon sens près de chez vous, mais aujourd'hui c'est le bon sens à l'intérieur de vous. Si chacun retrouve ce bon sens, eh bien ça va permettre d'aller dans le bon sens et d'aller dans le sens qui est nécessaire pour que chaque individu puisse se retrouver, puisse retrouver son être, parce que ça c'est indispensable. J'ai une définition du burn-out qui est, pour moi, le burn-out, c'est un excès du moi au détriment du soi. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure disait Dr. Ali Ojdei, le burn-out arrive à des personnes qui sont compétentes, qui sont surcompétentes. Et à ces personnes-là, on va leur demander beaucoup, 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 et ils ne savent plus s'arrêter. Donc, ils vont faire de plus en plus, mais au détriment d'eux-mêmes, au détriment du soi. Donc, il est nécessaire de réintégrer cette Mm. culture de l'être, de l'être humain. Nous sommes des êtres humains, mais avant humain, il y a un être. Donc si on revient sur cet être qui est capital, si on revient sur cette conscience qui est fondamentale, ça peut changer les choses. Donc arrêtons de courir absolument sur du profit, sur de l'argent, puisque on le sait, on le voit, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde, n'est-ce pas? Simplement, il est peut-être mal distribué, canalisé, orienté, comme mettons le terme que l'on veut. Donc il est nécessaire que chacun de nous, y compris les dirigeants, y compris les grands qui dirigent les pays, remettent un peu d'humanité pour qu'il y ait un leadership qui soit complètement différent. Si je peux rajouter juste un truc sur le social, vous vous rappelez que Chirac avait parlé de la fracture sociale. À l'époque, je ne pense pas qu'il y avait autant de différences. Il y en a encore plus maintenant, tous les chiffres le disent, ce sont les économistes qui le disent, hein, entre les pays, à l'intérieur des pays. Donc, il faut vraiment que nous retrouvions un dialogue, et ce dialogue que je viens d'expliquer au niveau international, national, ça s'applique aussi à l'entreprise. Le dialogue, c'est pas uniquement pouvoir les recevoir, c'est tous les jours parler éventuellement dans votre métier, bien comprendre le métier et aller vers ceux qui travaillent et qui vont jusqu'à la gestion. Et je ne pense pas que le management, moi, soit négatif. Tout à l'heure, tu as dit, Jean-Marc, que c'était un tout petit peu contraignant, etc. L'aspect. Je pense que non, il faut rouvrir le management dans un système positif. C'est-à-dire, le management, c'est une partie, effectivement. Il y a du légal, il y a de la logistique, il y a de la distribution, il y a de R&D, il y a la créativité, etc.
tout cela doit être en alignement. Et dans une entreprise comme l'hôpital, ça marche aussi. Des urgences ne marchent pas sans le brancardier, ne marchent pas sans l'infirmier, ne marchent pas sans la pile de l'autoscope. Par exemple, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une fixation sur la pile. Bon, non, non, ça va soigner, oui. on va se arrêter. Bon, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le stylo de la pile jusqu'à la stratégie d'une entreprise comme une grande société, eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut... On avance rapidement hein, parce que on souhaite toujours terminer par un petit quart d'heure d'échange questions-réponses et donc j'invite déjà les auditeurs à réfléchir à ce qu'ils veulent poser. Mais on arrive déjà maintenant à cette dimension un peu plus proactive. Qu'est-ce qu'on met en place en fait? Qu'est-ce qu'on pour tous les deux en tant que médecin et puis en tant qu'expert en motivation et en réalisation, quels sont pour vous les deux, trois outils fondamentaux? Alors bien sûr, on va pas pouvoir développer chaque point, mais qui permettraient vraiment déjà de faire la différence, qui fait la différence dans le monde de la santé et plus particulièrement chez les médecins. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je viens commencer. Je dirais d'abord qu'il faudrait que le travail soit pas perçu comme un fardeau et qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit joyeux, qui donne de la joie. Alors, en médecine, a priori, quand on choisit cela, et on est quand même très motivé pour se donner aux autres, pour aider les autres. Il y a un terreau de base que c'est pas la même chose qu'on ait choisi médecine sur 8, 12, 15 ans que un travail on a été reçu par hasard, quoi. D'accord. On peut même parfois, il y en a qui s'accrochent pour le devenir. Je le vois au jour d'aujourd'hui, des étudiants qui ratent en France parce que il y a une seule option ou une fois ou deux, et je trouve ça idiot parce que plus ça va, ça veut dire que c'est des gens qui en veulent. Donc moi, je les autoriserai plus à passer une troisième fois parce que ce sont des jeunes qui veulent faire ça. Sinon, ils feraient ça en dilettante d'une fois. Bon, allez, je passe à autre chose. Donc déjà ça, c'est une motivation interne, c'est la joie d'y travailler. Donc si vous n'y trouvez pas de joie, ne vous inquiétez pas, même si vous changez, vous allez me dire oui mais c'est facile à dire. Moi je pense que non, mieux vaut que vous puissiez changer, être embêté 1 an ou 2 ans, plutôt que de gâcher votre vie dans le même système où vous ne vous y trouvez pas. Le jeu, ça va avec la joie. Alors parfois, François donne des lettres au début pour pouvoir faire des clés à outils, etc., comme toi aussi t'aimes bien. Bien, moi, ça fait Gigi pour l'instant. Donc alors j'improvise, ne vous inquiétez pas. C'est le jeu, je trouve ça quelque chose de formidable parce que ça fait appel à l'intelligence, ça fait appel à la détente, ça fait du team building en même temps. Vous voyez, il y a beaucoup de choses avec le jeu. Il ne faut pas se prendre au sérieux et travailler sérieusement, ne pas les confondre. C'est pas parce qu'on essaye de jouer quelque part. Le jeu peut avoir différentes formes également. Et un manager doit savoir également, parfois, mettre les choses dans un système de jeu. Moi, j'étais allé au MIT pour visiter. Et ils étaient par terre, ils avaient 18 à 22 ans, c'est le MIT Lab, et ils jouaient par terre. Ils jouaient par terre avec des choses incroyables comme des Lego. Et j'ai vu il y a 10-15 ans des réalisations qui se sont faites aujourd'hui, par exemple des images connectées. Ils mélangeaient les images et les images se regardaient par des systèmes d'aimants. Et donc, après, j'ai vu des gens qui jouaient avec des balais qui faisaient de la musique, et ainsi de suite. Ça n'avait aucune signification de manière industrielle tout de suite, mais ce sont des gens qui jouent. Et donc là-bas, ils les élèvent, entre guillemets, les étudiants à jouer pour pouvoir découvrir Donc des découvertes. C'est la formidable. joie la Voilà, joie et le jeu comme outil. exactement, d'être enthousiaste là-dessus et vice-versa. Il faut que, et l'humour en fait partie. Donc la joie, le jeu et l'humour, parce que l'humour dans un endroit est formidable. On peut apaiser les esprits avec un peu d'humour. Vous voyez, Bien on sûr. parle sérieusement, mais on peut faire un peu d'humour. C'est pas grave tout ce qu'on dit forcément là tout de suite. Donc pourquoi se prendre comme ça un petit peu trop au sérieux et détendu, créer un système où on peut discuter avec du respect. Parce qu'il ne faut pas que le fait que vous soyez proche
que l'autre comprenne que il peut faire n'importe quoi. Quand j'allais voir mon professeur, même s'il était tu, etc., je faisais pas n'importe quoi, je le respectais quand même. C'est ce qui manque actuellement, qui pose gros problème actuellement dans notre société, c'est le respect aussi. Merci beaucoup, François. Deux, euh, deux pistes, en tous les cas, de Deux, réflexion que tu avais deux, envie de deux, deux, deux. deux ou trois. Merci, merci. Euh, il y en a, Allez, 4. il y en a effectivement plusieurs. Il y en a une, je dirais, ne vous prenez pas au sérieux, parce que ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que ça vous contracte et ça vous empêche de vous aérer, de vous alléger. Et je le Copieur. dis, non, mais oui, mais tu as dit, enfin bon. Non, mais je Et, plaisante, c'est et, normal, on et, travaille ensemble. et je le dis très souvent, puisque je donne des cours à la fac, à des étudiants de 24-25 ans. Je dis, ce qu'on vous a appris à la fac, c'est bien, mais ça ne va pas vous servir à grand-chose, parce que la vie est vraiment autre chose. Et il est évident, et je rejoins ce qu'a dit Ali, c'est amusez-vous, parce que c'est indispensable de retrouver cette âme d'enfant. Et je peux vous dire que auprès de dirigeants, de responsables qui ont des charges, comme on dit, sur les épaules, quand je leur parle de s'amuser, de jouer, ils me regardent avec des grands yeux. Ils me disent oui, je joue aux cartes de temps en temps, oui, je joue au golf. Je dis, non, mais c'est pas C'est ça, ça. c'est un état d'esprit. Et c'est votre état d'esprit qui fera la différence. On le voit, il y a des étudiants qui sortent, ils ont le même parcours, 10 ans après, ils ne sont pas du tout même distance parce que leur état d'esprit a fait une différence énorme. Donc, avec quel état d'esprit, je dirais, vous vous réveillez le matin. Ne Mm. serait-ce que chaque matin est une nouvelle vie. Quand j'en parlais dernièrement à un client, je dis, mais vous vous rendez compte la chance que l'on a, on se réveille, tout fonctionne, on est en bonne forme. Bonne santé. Il y en a combien qui pendant la nuit partent parce qu'on est confiant. On se dit bonne nuit chérie, à demain, très bien, mais on ne sait pas. Donc le lendemain, quand on se réveille, on est content, tout est bien. Donc déjà, c'est un sentiment de gratitude vis-à-vis de la vie. Il y a un sentiment également de reconnaissance dans les entreprises. Il y a un manque de reconnaissance cruel qui fait défaut sur la motivation. Il y a le respect dont parlait Ali, parce que c'est indispensable. Vous avez un autre élément qui est nécessaire, c'est la discipline. Sans discipline, vous n'aurez pas de motivation. C'est impossible. Ça passe d'abord par la discipline. Si vous mettez en application la discipline, l'autodiscipline, Ça faut que je l'applique. vous allez constater, on est discipliné pour aller au café, pour avoir des gourmandises. Ça, c'est sûr et certain. De ce Oui, côté-là, ça, ça on est fonctionne. très Ah, fort. oui. Ah là, Elles sont même là, devant nous, c'est les gourmandises. Hein. Donc, mettez en place une autodiscipline. C'est ce qu'on a mis en place avec mon joueur de poker. On a mis en place une discipline et il s'est accroché à ça et ça lui a permis d'être champion du monde. Donc, peut-être que chacun de vous qui nous écoutez, vous pouvez être le champion de votre monde, champion dans votre vie professionnelle, familiale, personnelle, parce que c'est à votre portée. C'est ça qui est extraordinaire. Et chacun peut être champion dans son univers, puisqu'on vit tous dans un univers différent. Émettez bien sûr de la joie, de la joie et de la joie. Si vous êtes léger, vous aurez de la joie. Si vous êtes joyeux, vous aurez de la joie, parce que c'est en fonction de votre état énergétique. Si vous êtes dense, si vous êtes lourd, si vous êtes fatigué, vous aurez un humour qui sera au ras des pâquerettes. Si vous êtes quelqu'un de plus léger, eh bien vous aurez un humour différent. Dernier exemple, vous habitez au rez-de-chaussée ou en sous-sol, vous n'avez pas les mêmes voisins que ceux qui sont au dernier étage et vous n'avez pas la même vue. Voilà, donc ayez une vue à 360, élevez-vous, au plus vous allez vous élever, au plus la vie sera légère, facile et joyeuse. Et je vous rappelle néanmoins que si vous avez des enfants, vous faites en sorte de bien les élever, dans les deux sens du terme. Voilà. Ah, magnifique, magnifique. Moi, j'ai envie vraiment qu'on puisse maintenant élargir la discussion